Bonjour à tous, je suis Guillaume Léchappé, chargé d'affaires à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier consacré aux dispositifs d'aide et de financement pour la transition énergétique destiné aux entreprises industrielles implantées en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un zoom appuyé sur l'hydrogène. Donc on est ensemble pendant 1h10, on va essayer de tenir le timing. On essaiera de consacrer les 10 dernières minutes à vos questions, donc un micro circulera à cet effet. Pour m'accompagner, donc j'ai le plaisir d'accueillir nos 5 intervenants et je vais commencer donc sur ma gauche avec Olivier Gillet. Donc vous êtes chargé de mission à l'agence de la transition écologique Auvergne-Rhône-Alpes et vous intervenez en particulier sur le volet décarbonation de l'industrie. Vous accompagnez donc les entreprises vers des stratégies climat court et moyen terme. Également avec nous, juste à côté de moi, donc Stéphanie Vaïda, bienvenue. Vous êtes chargée de coordination du plan climat chez BPI France et vous êtes basée sur le bureau de Lyon de la BPI. Sur ma droite, donc Yann Lefrançois, donc pour la Banque de la transition énergétique, par Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous êtes chargé d'affaires et innovation et vous accompagnez dans votre portefeuille d'entreprise un certain nombre d'acteurs de la filière hydrogène. Donc je précise que la Banque de la transition énergétique que vous représentez aujourd'hui, qui a été créée en 2020 par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, a une double mission, donc celle notamment de permettre aux épargnants de donner un peu de sens à leur épargne avec l'épargne verte, et puis de la volonté de devenir un acteur de référence de la transition énergétique pour les entreprises en région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre quatrième intervenant est Laurent Théry. Donc vous, Laurent, vous représentez Eiffel Investment Group, financeur des entreprises, sur la partie dette, projet, fonds propres et aussi un peu quasi fonds propres. Et donc Eiffel a sous gestion environ 4,6 milliards d'euros d'actifs et vous avez investi, Eiffel Investment Group, 800 millions d'euros en 2021. Puis enfin, nous accueillons Perrine Potvin, ma collègue donc chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui représente le bureau Europe dédié au financement européen, mobilisable auprès des entreprises de la région. Et donc Perrine est basée à Bruxelles, au plus près des décisions de la Commission européenne. Donc merci à tous les 5 d'être avec nous. Et puis je précise également que le fonds d'investissement I24 devait être présent, mais s'excuse de ne pas avoir pu se rendre disponible pour participer à cet atelier. Donc je le cite, l'équipe d'I24 se réjouit de voir s'exprimer le dynamisme de l'écosystème hydrogène à travers un événement comme celui-ci. Le soutien des pouvoirs publics, régions et collectivités est indispensable pour le déploiement des infrastructures hydrogènes essentielles à la décarbonation de nos économies. Fin de citation, et je précise que le fonds I24 est le plus grand fonds mondial aujourd'hui dédié exclusivement au déploiement des infrastructures d'hydrogène décarboné et qui investit sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène propre. Alors peut-être un petit mot sur le périmètre de notre atelier, puisqu'on va évoquer pas mal de choses aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que dans une première partie, c'est le petit 1, on évoque vraiment l'écosystème et les dispositifs d'aide et de financement à destination de l'écosystème de la filière hydrogène, filière en pleine structuration, et noter que certains des dispositifs de financement ou d'accompagnement public, privé, là que nous évoquerons, ne sont pas forcément uniquement dédiés pour la filière hydrogène, mais s'adressent aussi à d'autres filières. On évoquera aussi le financement des infrastructures de la filière avec le fonds Eiffel Gaz Vert opéré par Eiffel Investment Group. Laurent nous en parlera tout à l'heure. Et puis en fin de première partie, on fera un focus sur les financements européens avec Perrine qui sont mobilisables auprès des entreprises de la filière hydrogène sur la région. Et puis ensuite, dans un second temps, nous évoquerons les solutions mobilisables pour les entreprises potentiellement utilisatrices de l'hydrogène et plus largement pour accélérer sa décarbonation industrielle en tant qu'entreprise sur la région. Donc on évoquera la subvention, on évoquera aussi les solutions de bilan de prêt et puis aussi un peu le haut de bilan avec les apports en fonds propres. On parlera aussi d'aide au conseil et à l'ingénierie. Alors on démarre justement avec les solutions publiques pour accompagner l'innovation et le développement économique des entreprises de la filière hydrogène, à commencer par un acteur incontournable, acteur public incontournable sur le sujet, l'ADEME. Alors justement, Olivier Gillet, je me tourne vers vous là concernant le soutien de l'ADEME pour réaliser donc des études de potentiel de l'hydrogène bas carbone comme alternative de substitution aux énergies fossiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces modalités ? Oui, bonjour à toutes et tous. Olivier Gillet, donc en charge
on va dire globalement, d'énergie en entreprise au sein de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, et en particulier décarbonation. J'ai un autre collègue qui est également sur ce sujet-là. Les études d'opportunité, d'une part, et de faisabilité, d'autre part, de déploiement d'hydrogène sur un territoire, sont accompagnées par l'ADEME. Alors c'était jusqu'à fin 2022 et ça a été a priori poursuivi sur 2023. La cible étant bien principalement des collectivités ou des structures qui sont susceptibles de pouvoir animer un territoire. Donc les collectivités notamment sont bien là pour ça, bien aiguillées, bien équipées, pardon. Et les projets qui sont typiquement éligibles, ou l'accompagnement, c'est d'une part l'étude d'opportunité, donc qui est assez amont, qui permet un état des lieux assez approfondi, que ce soit à caractère technique ou organisationnel. Et puis, un peu plus lourd, l'étude de faisabilité, qui va poursuivre éventuellement l'étude d'opportunité, qui permet d'accompagner le maître d'ouvrage lui-même en amont de réalisation de projets comme relativement classiques. Encore une fois, c'est vraiment réservé, sauf cas très particulier, je pense, aux structures qui ont la capacité de mener une animation territoriale, puisque c'est bien l'objectif. On est vraiment sur une approche territoriale et pas uniquement sur un investissement entre guillemets individuel. Alors maintenant, on parle de 3 appels à projets qui sont actuellement en cours. Donc le premier étant centré sur le développement de briques technologiques et de services par des PME pour la décarbonation de l'industrie, nom de code donc IBAC PME. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Olivier? Oui, donc ça fait partie de 4 appels à projets qui étaient sortis au printemps de mémoire 2022. Et les 2 qui nous intéressent ici sont donc IBAC PME d'un côté et Demibac de l'autre. Donc qui ont été poursuivis jusqu'en mi-avril 2023, donc ils sont tout à fait accessibles. Le premier, comme le nom l'indique, est réservé aux PME. Là, c'est un monopartenaire pour des projets inférieurs à 1,5 million d'euros. Voilà. En 2-3 mots, les critères de sélection, c'est bien sûr le critère innovant de l'équipement ou d'installation, la valeur ajoutée, notamment environnementale, en termes de transition écologique du projet, l'impact économique du projet, la capacité de l'entreprise à porter le projet, que l'ADEME estimera, et puis bien sûr la performance environnementale du projet au sens large. Ça, c'est côté purement IBAC PME. Les aides sont sous forme de subventions, donc on est bien sur l'aspect amont, là encore en recherche, développement et innovation. Donc sous forme de subventions, entre 35% et 45% d'aides selon qu'on ait une moyenne ou une petite entreprise maximum. Et l'autre appel à projet, qui est un peu plus large, s'appelle Demibac. En fait, c'est démonstrateur, on va dire, industriel bas carbone. Là, il est en deux types d'accompagnement. Soit en amont, briques technologiques et démonstrateurs, c'est relativement proche d'IBAC PME, sauf que là, on est sur les projets plus importants, monopartenaires ou collaboratifs. Et donc, on vient accompagner les développeurs de technologie, donc les entreprises, que ce soit PME ou pas, ou en entreprise, les organismes de recherche, des clients industriels finaux également, parce que le deuxième volet est vraiment axé sur démonstrateur d'une offre, effectivement, dans le domaine notamment de la transition écologique en général, transition énergétique, et donc y compris de l'hydrogène. Voilà. Le premier volet est vraiment sur si ça vous parle, des TRL de 6 en entrée et 8-9 en sortie. Donc 6 en entrée, c'est déjà un peu amont, et 8-9, c'est pour la réalisation du projet. Alors que le volet démonstrateur, bien entendu, il rentre à 7-9, et puis il va jusqu'à la première industrialisation. C'est ce qui est intéressant dans le projet Demibac. Sachant que là, je ne vais pas parler du taux d'aide, mais l'aide peut être sous forme de subvention ou d'avance remboursable, selon le type de projet. Et ça, c'est l'ADEME qui détermine en fonction du type de projet concerné. Et enfin... alors là, par contre, il arrive très, très vite à échéance, puisque 31 décembre, en gros, il y a un mois, l'appel à projet sur les briques technologiques qui permet d'accompagner comme ça. Alors, briques technologiques, c'est un peu plus large, parce qu'il y a à la fois l'aspect briques technologiques spécifiquement hydrogène, et puis à la fois, des démonstrateurs.
Donc il y a 4 types en gros de 4 axes qui peuvent être... les projets doivent s'inscrire dans au moins un des 4 axes. Purement briques technologiques, des composants, des systèmes innovants bien sûr, des pilotes ou des premières commerciales innovantes bien entendu, des nouveaux véhicules et puis des grands démonstrateurs d'électrolyse. Voilà. C'est un appel à projet mais qui est ouvert au fil de l'eau. Et alors la toute dernière information, c'est qu'en fait il va être poursuivi en 2023. Donc il est toujours ouvert pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient entreprises seules ou en collaboration, entre entreprises ou éventuellement avec un laboratoire de recherche pour cet appel à projet briques techno et démonstrateurs hydrogène. Et là, on est sur de la subvention et de l'avance remboursable ou c'est... Et là, on doit être... il faudrait voir directement le dispositif que je n'ai pas sous les yeux, mais je pense que c'est de la subvention en grande partie, puisque c'est quand même relativement amont. Sur des ordres de grandeur de prise en charge qui sont à peu près équivalents à celui que vous évoquiez sur IBAC. J'imagine, sachant que IBAC c'est que PME, donc si c'est une grande entreprise, on sera encore sur des taux d'aide moins importants. Un peu plus réduits, ouais. Oui. Et puis autre aussi appel à projet qu'on souhaitait évoquer, alors qui est déjà fermé, mais qui peut-être pourrait rouvrir donc en 2023, c'est écosystème hydrogène, Olivier. Tout à fait, là c'était un gros appel à projet pour accompagner sur le terrain des projets de déploiement territoriaux, du coup, d'installation de production d'hydrogène décarboné, donc uniquement production par électrolyseur, que ce soit, alors si possible, conjointement pour un usage industriel et un usage mobilité, ce qui n'est pas toujours simple. Voilà, donc on regardait ça au cas par cas. C'est un appel à projet 2021, je pense qu'il n'y a pas même fin 2020. On l'attend en 2022 pour qu'il ressorte. On espère qu'il ressortira en 2023 parce que c'est vraiment l'appel à projet qui permet d'accompagner comme ça assez en amont des projets territoriaux de déploiement d'usage de l'hydrogène, de production pour usage de l'hydrogène, qui peuvent être assez variés. On s'est rendu compte quand même, et ça c'est un peu un retour du premier appel à projet ECO6 H2, donc 2021, que c'est pas encore tout à fait simple. Un certain nombre de porteurs se sont frottés, on va dire, à des réalités de terrain, soit de l'hydrogène par ailleurs qui était déjà produit et à coût bien moindre, soit d'autres problématiques et qui ont pris d'autres directions que produire de l'hydrogène par un électrolyseur, et dans ce cas-là, qui n'était pas éligible. Voilà, donc vous saurez assez vite, je pense, parce qu'on en parlera assez largement, dès que l'appel à projet pourra paraître à nouveau, en espérant, début 2023. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations du tout sur la date de parution à nouveau. On regardera ça. Merci Olivier Gillier. On passe maintenant côté BPI France avec deux dispositifs sous forme de subvention. Donc la bourse French Tech et l'AFI, l'aide à la faisabilité et l'innovation. Stéphanie Vaïda, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Oui, bonjour. Donc, contrairement à Olivier qui a présenté des dispositifs véritablement dédiés à la filière hydrogène, toutes ces aides, tous ces dispositifs de financement et d'accompagnement que je vais vous présenter sont des dispositifs qui concernent toutes les green tech. Pardon, vous m'entendez mieux? Il faut que je me rapproche. Qui concerne toutes les green tech et pas uniquement la filière hydrogène. Donc selon la maturité de la structure, de la société, selon aussi la maturité du projet, on a différents dispositifs. Et donc en phase véritablement de démarrage d'un projet, on va être sur des dispositifs qui s'appellent la bourse French Tech ou encore l'aide au financement à l'innovation. Et vous voyez peut-être sur les écrans que selon l'âge de la structure, on ira sur tel ou tel dispositif avec des montants de financement envisageables différents et puis surtout une intensité d'intervention qui varie, plus importante notamment au démarrage du projet puisqu'on peut monter jusqu'à 70%. On poursuit donc avec les dispositifs d'avance remboursable, donc avec financer sa R&D. Donc quand les
quand l'innovation est un peu éprouvée, on passe en phase de développement du projet. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir passer sur des dispositifs qu'on appelle les avances remboursables ou encore les prêts à l'innovation. Donc, avances remboursables en cas de succès. On va débloquer la somme en plusieurs étapes et on va faire un bilan avec le porteur du projet. Et en fonction de l'avancement ou pas du projet, cette avance sera remboursable ou non. Par contre, le prêt à l'innovation, c'est un prêt. Donc, comme son nom l'indique, il convient de le rembourser. Donc là, quelle que soit l'évolution du projet, on sera sur un prêt et il conviendra de le rembourser. Avec le pays R&D, on pourra monter d'ailleurs jusqu'à des enveloppes de financement importantes, puisqu'on peut aller jusqu'à 3 millions de financement avec ce type de financement. Donc si on résume là, entre le prêt innovation et le prêt innovation R&D, la principale différence c'est sur... Alors, c'est sur l'intensité d'intervention, en regard du plan de financement global. Avec l'avance remboursable, on pourra couvrir jusqu'à 45% du programme de dépenses engagées, quand avec le pays R&D, on pourra aller jusqu'à 80%. Pays R&D pour donc prêt innovation R&D. Et donc afin de préparer dans les meilleures conditions une première levée de fonds, on peut aussi mobiliser donc un autre prêt qui est le prêt amorçage. Alors comment fonctionne ce prêt amorçage ? Alors, il y a deux types de prêts d'amorçage. Le premier, avant la levée de fonds, donc il fera le bridge, le pont entre avant la levée de fonds. Et là, on va s'adresser à des entreprises qui ont moins de 5 ans et on pourra consentir une aide qui peut aller de 50 à 100 000 euros. C'est un financement qui est sur une durée de 8 ans avec une possibilité de différé d'amortissement de 3 ans pour permettre à l'entreprise de mener à bien son projet avant de le rembourser. Et puis post-levée de fonds, il peut y avoir un complément de financement. Et là, on ira sur des montants plus importants. On peut aller jusqu'à 1 million d'euros. On est entre guillemets, c'est un petit peu plus facile pour nous. La levée de fonds, elle est déjà faite, donc c'est pour ça que les montants sont plus importants. Et le montant peut représenter jusqu'à 50% de la levée de fonds initialement réalisée. Et là, on ira sur un financement sur une durée de 8 ans avec une possibilité d'amortissement de 3 ans. Donc ça, c'est important. Ce différé d'amortissement de 3 ans, c'est vraiment un plus pour permettre aux porteurs de projet de réaliser son projet et de voir comment il avance. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui ont à la fois levé un prêt amorçage, puis un prêt amorçage investissement. Oui, tout à fait. L'un peut aller avec l'autre. Un nouveau prêt BPI France a été lancé en avril 2022. Il s'agit du prêt Nouvelle Industrie qui permet de financer par exemple une usine pilote dans la filière hydrogène. Est-ce qu'on peut justement l'évoquer, Stéphanie, avec vous ? Oui, alors c'est un prêt qui va permettre à la fois de financer la première usine, tout ce qui est démonstrateur industriel, financement de matériel. C'est un prêt sans garantie qui s'adresse aux entreprises de plus de 3 ans. Et là, on va pouvoir participer à un financement jusqu'à 2,5 millions d'euros. Dans la limite de 2 fois les fonds propres de l'entreprise. Et là, on sera sur un financement sur une durée de 7 ans, dont 2 ans de différé. On est toujours, avec les prêts sans garantie de BPI, on est toujours sur une logique de donner du souffle, donner de l'aisance à la réalisation du projet. Et donc, les différés d'amortissement, on peut les mettre en place assez facilement. Merci Stéphanie. Alors je vous propose maintenant d'évoquer le dispositif Innovert qui fédère une multitude d'acteurs, dont d'ailleurs BPI France, l'ADEME, la région et son agence de développement économique, et qui vise à accompagner les éco-conceptions. Ça s'adresse aux entreprises de la filière hydrogène, mais aussi globalement au secteur de l'énergie, de l'économie circulaire ou encore de la mobilité.
Donc là, à ce jour, on n'a pas forcément financé de projet hydrogène sur ce dispositif, mais quelques exemples possibles demain de financement sur ce dispositif dans l'hydrogène, sur par exemple le développement de piles à combustible hydrogène ou le développement de moteurs à hydrogène, et plus globalement tout ce qui concerne des innovations dans le domaine du transport, de la production et l'utilisation de l'hydrogène. Donc sur ce dispositif, il y a 3 principaux volets qui sont proposés. Donc le premier, c'est le financement, donc sous forme d'une subvention qui va jusqu'à 50 000 € par l'ADEME, également sous forme d'un prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro, donc qui peut aller jusqu'à 1 million d'euros avec un cofinancement de l'État et de la région. On a un deuxième volet intéressant sur ce dispositif qui permet en fait de tester son éco-conception sur le terrain, notamment via des partenariats avec les métropoles de Lyon, de Saint-Étienne ou de Grenoble. Et puis un troisième volet concerne vraiment l'accompagnement conseil, avec aussi la mise en réseau avec les partenaires qui sont dans le dispositif, que sont l'AFNOR et l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, et donc qui peuvent par exemple mobiliser un pré-diagnostic normalisation de l'AFNOR qui peut être bien utile pour accompagner le développement de l'innovation. Juste, Guillaume, vous disiez éco-conception, c'est éco-innovation. C'est mieux si effectivement l'éco-innovation est éco-conçue. Mais c'est éco-innovation, donc c'est plus largement éco-innovation des PME et certaines ETI. Donc on est vraiment sur tout le champ de l'éco-innovation. Vous faites bien de le préciser. Autre dispositif qu'il nous semble important d'évoquer aussi aujourd'hui, donc c'est EasyPOC, qui permet là de financer à 100% une étude de faisabilité ou une preuve de concept. Donc là, on parlait d'échelle TRL tout à l'heure avec Olivier Gillet. Donc on est sur de l'échelle 3, 4, voire 5. Et donc on peut avoir une subvention à 100%, donc plutôt sur des innovations de rupture. Donc aujourd'hui, 50 entreprises ont bénéficié d'EasyPOC. Et parmi ces 50 entreprises, il y en a 5 qui ont concerné spécifiquement des projets dans l'hydrogène. Donc pour plus d'infos sur ce dispositif, je vous invite aussi à vous rendre à l'issue de cet atelier au stand du CEA, puisqu'il y a la possibilité justement d'accéder aux technologies du CEA dans le cadre d'EasyPOC, et qui est dans le hall de la région avec Céline Soubera du CEA, qui se fera un plaisir de vous expliquer plus en détail ce dispositif. Et puis aussi, on souhaitait évoquer dans le cadre de France 2030, vous en avez entendu parler sans doute au niveau national, sachez que ça existe aussi au niveau régional, donc ça s'appelle France 2030 en Auvergne-Rhône-Alpes, et donc il y a 2 appels à projets qui sont actuellement en cours jusqu'en 2025, avec des relèves là, au 31 décembre pour l'un et en avril pour le second. Donc sur le premier, ça s'appelle transformation des PME par l'innovation. Donc là, plutôt pour des PME, des ETI qui sont implantées en région et qui développent des projets en phase de faisabilité. Donc là, il y a une possibilité d'avoir une subvention jusqu'à 500 000 € et qui peut couvrir jusqu'à 50% des dépenses. Et si on est sur des projets un peu plus avancés en phase de pré-industrialisation, il y a la possibilité d'un accompagnement sous forme d'avance remboursable aussi sur les mêmes modalités, 50% des dépenses et 500 000 € d'avance remboursable. Et puis un deuxième appel à projet, donc c'est le IDEMO, IDEMO régionalisé. Donc là, c'est vraiment du projet collaboratif. On n'est pas sur un projet porté uniquement par une seule entreprise, mais via un consortium qui va rassembler au moins une PME ou une ETI implantée sur la région avec un partenaire de recherche. Et donc il est important d'être labellisé par un pôle de compétitivité. Donc là, par contre, on n'est pas forcément sur des innovations de rupture, mais bon, il faut qu'il y ait quand même une dimension de transformation. Donc on est sur des projets qui sont sur des montants entre 1 et 4 millions d'euros. Au-delà de 4 millions d'euros, là, on est sur des projets qui peuvent mobiliser le IDEMO national. Et on a une aide sous forme de subvention jusqu'à 2 millions d'euros avec un taux d'aide qui va varier en fait selon la taille de l'entreprise. En gros, c'est entre 25 et 60%. Donc c'est BPI France qui opère ces dispositifs. Ils sont ouverts jusque 2025, je vous le disais. Et en effet, comme le rappelait Stéphanie, la plupart de ces dispositifs sont plafonnés au montant des fonds propres de l'entreprise et il ne faut pas que l'entreprise soit en difficulté. On se tourne maintenant vers les acteurs de l'accompagnement et du financement privé avec Yann Lefrançois, donc côté Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, puisque Yann, là, vous avez mis donc, au niveau de la Banque Populaire un accompagnement spécifique qui s'appelle Nextinov.
Oui, bonjour à tous, merci de votre accueil. Avant de vous parler de Nextinov, je vais vous redire que j'ai 2 casquettes en fait à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai cette casquette de chargé d'affaires innovation, et puis je suis aussi un ambassadeur de la BTE, de la Banque de la Transition Énergétique, dont je parlerai un petit peu plus tard. Pour la partie Nextinov, en fait, il s'agit d'une filière d'accompagnement d'innovation qu'on a créée en 2016, au départ à Grenoble, et qui finalement a essaimé, qui est devenue une marque du groupe et qui a essaimé dans tout le groupe BPCE. On accompagne des startups qui ont fait des levées de fonds de 500 000 euros et qui ont une ambition de chiffre d'affaires à 2 millions d'euros, des entreprises innovantes, et on intervient en partage de risques systématiquement avec BPI ou d'autres banquiers de l'innovation dès qu'il y a de la réalisation de levée de chiffre d'affaires et en post-levée de fonds et dans une logique de 1 pour 1. C'est juste pour resituer les critères. Nous sommes 9 personnes à animer cette filière. Il y a 7 chargés d'affaires innovation comme moi qui sont répartis dans tout le territoire Aura. Moi, je suis basé à Valence. Et il y a 2 ingénieurs innovation qui sont là pour donner un regard sur la partie extra-financière des dossiers et qui voient tous les dossiers. Après, l'outil principal que l'on utilise aujourd'hui, et je n'ai pas le droit d'en parler parce que il s'appelle le prêt Innover Plus, mais qui se termine sous forme d'enveloppe à la fin de l'année au 31 décembre. Ce prêt Innover Plus, en fait, on le délivre pour le groupe BPCE depuis 2014, je crois. Donc, c'est sous forme d'enveloppe qui se renouvelle chaque fois. Ce qui est différenciant, c'est que la contre-garantie de l'Europe qui est dans ce type de prêt, jusqu'à présent, se faisait à 70%. Mais ça, c'était l'effet Covid. Je pense qu'on reviendra l'année prochaine à une contre-garantie à 50% pour l'Europe. L'intérêt de ce prêt, c'est qu'on peut financer avec vraiment beaucoup de choses. On peut financer du BFR, on peut financer des immobilisations corporelles et incorporelles, mais on peut financer aussi de la R&D, des embauches et même du stock du moment où on est dans une forte accélération. Et ce prêt s'adresse aussi aux entreprises de la filière hydrogène, parce que dans mon portefeuille à Valence, j'ai quelques acteurs de cette filière. Et donc on évoque aussi peut-être certaines solutions de financement. Vous voulez détailler, Yann, sur la partie BFR, immobilisation corporelle, incorporelle, au-delà de ce que vous avez évoqué En fait, il y a un seul, c'est ce fameux prix Innover Plus dont je ne peux pas parler. Il n'y en a pas 36. Ensuite, on finance aussi avec BPI en contre-garantie. Si cet outil ne perdurerait pas dans l'avenir, on irait là-dessus. Mais en fait, on peut financer tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite particulière. Très bien. Et donc si on se tourne côté solution de bilan, je me tourne vers Laurent Théry, donc sur le rôle du fonds Eiffel Gaz Vert dans le déploiement de la filière hydrogène et globalement dans le développement des entreprises de la filière hydrogène. Oui, bonjour à tous. Donc Laurent Théry, moi je travaille comme senior advisor chez Eiffel Gaz Vert. Alors peut-être juste pour donner aussi en toile de fond, moi j'étais dans l'industrie il y a encore 4 ans et donc j'ai eu l'idée de lancer la création d'un fonds dédié au gaz renouvelable. C'est pas uniquement hydrogène, mais aussi le biométhane, pyrogasification, gasification, enfin e-fuel, tout ce qui tourne autour des gaz renouvelables. Et donc ensuite on a créé ce fonds d'investissement avec Eiffel qui a 210 millions d'euros de capacité d'investissement. Donc dans ce secteur-là, et je joue ce rôle de conseil auprès d'eux sur cette filière-là, et en plus en étant présent dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, à Valence, moi aussi, pour ce qui est bien pratique pour être à côté de Grenoble et de Lyon, où il y a beaucoup d'entreprises de la filière. Alors pour donner un peu les caractéristiques rapides de ce fonds, on finance les fonds propres des porteurs de projets ou des porteurs de portefeuilles de projets. Parce que ça leur permet, je dirais, un porteur de projet avec un portefeuille de projet ambitieux, par exemple qui a 5 projets mais qui finalement n'a les fonds propres que pour en faire un, en lui laissant le pouvoir dans son entreprise, on essaie de lui permettre d'en faire 3, 4, 5 en l'aidant à consolider financièrement sous l'aspect fonds propres ses projets. On est assez agile, donc en fait on les aide aussi, par exemple, souvent ce qui est difficile, et encore plus dans la filière hydrogène, parce que dans la filière hydrogène, c'est pas une filière tout à fait mature, donc finalement tous les différents sous-traitants, les différents partenaires sont pas encore des offres totalement standardisées, donc on essaie
d'aller vers un accompagnement des porteurs de projets, en, par exemple, finançant la construction en attendant qu'une banque porte complètement le projet du financement. On finance en amont les subventions en attendant que les subventions arrivent. Enfin, on peut être assez agile pour permettre au projet d'avancer et d'aller vite, parce que sinon les projets peuvent prendre pas mal de retard. Donc ça, c'est un peu notre ADN. Et pourquoi cet ADN? C'est parce qu'en fait, l'actionnaire principal d'Eiffel est lui-même un entrepreneur français ayant eu pas mal de réussite. Donc en fait, l'ADN entrepreneurial aussi se diffuse dans le fond, et c'est un peu finalement notre ADN. Donc les PME, les ETI, les entrepreneurs, et on travaille beaucoup avec cet écosystème d'entrepreneurs partout en France, et souvent on les suit au fur et à mesure de leur succès. C'est ce qui fait un peu notre spécificité. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans l'hydrogène, s'adapter à une filière qui est en train de naître, qui est promise à un bel avenir, mais qui quelquefois s'apparente à un chemin de croix, si je peux me permettre de le dire, pour arriver à réaliser les projets compte tenu des nombreuses contraintes à franchir au fur et à mesure du temps. Même si on y arrive, on aide donc les porteurs de projets à réaliser leur ambition. Merci Laurent. Et donc, comme indiqué en introduction, on place maintenant notre zoom sur les financements européens mobilisables pour les entreprises de la région. Donc je me tourne vers Perrine. Peut-être avant de rentrer dans les dispositifs d'aide, un rapide point de contexte sur les orientations stratégiques. Oui, bonjour à tous. Cap sur Bruxelles, du coup. Donc moi, comme tu l'as dit Guillaume, donc je suis chargée d'affaires du bureau Europe de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et basée donc à Bruxelles dans les locaux de la représentation régionale de la région. Pour résumer, ma mission, accompagner les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans toutes leurs démarches vers l'Europe, c'est-à-dire entre autres trouver le bon dispositif, trouver des partenaires, ou encore mettre en place une veille thématique et stratégique. Et ces dernières semaines, je me suis penchée plus en détail sur cette question des projets hydrogène et de transition énergétique, d'où ma présence aujourd'hui avec vous. Effectivement, avant de vous faire un petit panorama sur ce que vous pouvez mobiliser au niveau européen pour financer vos projets hydrogène et transition énergétique, une petite parenthèse sur le contexte en Europe. Ça fait plusieurs années que l'Union européenne se saisit de ce sujet de la transition énergétique. On peut remonter notamment en 2019 avec la mise en place du Pacte vert pour l'Europe, que vous connaissez probablement plus sous le nom de Green Deal, qui a l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. En 2020, l'Union européenne s'est saisie un peu plus des questions de ce secteur-là, en mettant en place sa stratégie européenne pour l'hydrogène, puis a suivi différents paquets législatifs, notamment le paquet pour la décarbonation Fit for 55, mais aussi pour les gaz et hydrogène décarboné, donc en 2021. Et puis, comme vous l'avez évoqué tout au long de cette journée, les crises que l'on vivons actuellement ont rebattu toutes les cartes. En fait, l'Union européenne, cette année, a annoncé un nouveau plan de Repower EU, avec des objectifs ambitieux, notamment en misant sur l'hydrogène, et qui prévoit un déploiement plus rapide de ces nouvelles technologies et usages en Europe. Donc la présidente von der Leyen a annoncé très récemment notamment la mise en place d'une banque européenne pour l'hydrogène, mais aussi des financements additionnels pour les électrolyseurs et les vallées pour l'hydrogène. Voilà pour la parenthèse contextuelle sur l'Europe. Justement, là, si on regarde un peu là, les principales aides, là, du coup, Perrine, là, vous avez essayé de nous proposer une vision consolidée. Oui, c'est ça. Alors, pour mettre en place ces objectifs stratégiques et puis ces politiques européennes, différents programmes de financement existent. Donc là, vous retrouvez sur cette slide un aperçu de tout ce qui peut être mobilisé. Ce qui est intéressant sur cette slide-là, c'est de voir qu'il y a différentes portes d'entrée.
Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur 3 d'entre elles, mais sachez que ce panorama vous montre que sur la chaîne de valeur de l'hydrogène, il existe en Europe vraiment beaucoup de financements qui financent quasiment tout, donc à savoir de la production, du stockage, des stations de recharge, des infrastructures, de la R&D ou encore le déploiement de technologies. On est principalement plutôt sur de la subvention, mais il existe aussi des prêts garantis, notamment à travers la Banque européenne d'investissement. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de concentrer sur trois financements qui offrent le plus d'opportunités. Et justement, alors, il me semble que Michael Diedrich est inscrit sur cet atelier et je crois qu'il est présent, il est là. Donc merci en tout cas, monsieur Moussali, d'être avec nous, donc, qui est directeur innovation chez Hydrogen Europe, qui est l'association européenne qui réunit les acteurs et les industriels de l'hydrogène. Et justement, Clean Hydrogen Partnership, dont Perrine va nous parler, donc, est notamment gouverné par Hydrogen Europe. Oui, alors donc la plus grande opportunité en matière d'hydrogène en Europe est à retrouver dans le programme cadre pour la recherche et l'innovation au niveau européen qui s'appelle Horizon Europe, et notamment à travers le partenariat Clean Hydrogen. Il est important de noter que le Clean Hydrogen Partnership, ce n'est pas le seul sous-programme d'Horizon Europe qui peut financer des projets sur l'hydrogène. Clean Hydrogen Partnership va couvrir l'hydrogène au sens large, mais il existe d'autres sous-programmes qui vont financer certaines applications pour l'hydrogène. On peut citer notamment les partenariats 2Zero, Clean Aviation ou encore Process for Planet. Pour le Clean Hydrogen Partnership, donc, qui est doté d'un budget total sur 7 ans de 2 milliards d'euros qui sont financés donc, à moitié par la Commission européenne et l'autre moitié par des industriels et centres de recherche européens. En termes de gouvernance, comme tu l'as commencé par l'évoquer, le programme est géré par 3 entités, donc la Commission européenne, Hydrogen Europe et Hydrogen Europe Research. Donc oui, avant de poursuivre, donc directeur à l'innovation, Monsieur Diedrich, qui est présent avec nous ce soir, aujourd'hui, et dont je salue. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser directement aussi à Monsieur Diedrich, qui après cet atelier pourra y répondre plus particulièrement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pour entrer un peu plus en détail sur le type de projet, les appels à projets de ce partenariat, donc les projets financés par le partenariat sont collaboratifs et soumis aux mêmes règles d'éligibilité que Horizon Europe, c'est-à-dire minimum un consortium de 3 partenaires de 3 pays différents. En termes de subventions, on est sur des taux de cofinancement entre 70 et 100% en fonction du type de structure. Et puis les projets couverts, alors vous en avez parlé tout à l'heure de l'échelle TRL, donc de maturité technologique. Donc les TRL qui sont couverts en fait par les appels à projets, ça va de 2 à 8, c'est-à-dire de la formulation technologique jusqu'à la mise sur le marché. Les appels à projets couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, donc de la production aux utilisateurs finaux et également pour le développement des écosystèmes. Malheureusement, les appels 2022 sont clôturés. On attend les résultats très prochainement. Mais bonne nouvelle, les appels à projets 2023 vont bientôt être publiés, donc début janvier, avec une deadline de réponse courant avril 2023 pour des projets qui débuteront début 2024. Petite info sur qu'on peut attendre de cet appel à projet 2023. On peut s'attendre à un budget conséquent, à peu près de 20 millions d'euros, pour une démo flagship de stockage à grande échelle.
Voilà, puis peut-être juste pour clôturer sur ce partenariat-là, on a différents lauréats régionaux qui ont participé à ces appels à projets. On peut citer notamment dans l'un le projet Hipster dont on a entendu parler tout à l'heure en session plénière, donc porté par Storengy et qui vise à financer du stockage d'hydrogène en cavité saline. Alors, autre dispositif européen qu'on voulait aussi évoquer avec Perrine, donc c'est le Fonds européen d'innovation qui est largement consacré aussi au projet hydrogène, puisqu'il y a un tiers du fonds à peu près qui est dédié à l'hydrogène. C'est ça, Perrine ? Oui, c'est ça. Sur l'appel à projet là, qui vient tout juste de sortir, donc, le Fonds européen d'innovation finance la démonstration de technologies innovantes à faible émission carbone. L'objectif de ce programme est de dérisquer ces projets innovants et ces technologies et d'aider à la commercialisation des technologies. Donc, il est doté d'un budget planifié sur 10 ans, donc 2020-2030. Donc, c'est un fonds qui est assez récent. Donc doté d'un budget de 38 milliards d'euros. Il y a 2 appels par an, donc les appels qu'on dit à petite échelle, c'est-à-dire avec un CAPEX inférieur à 7,5%. 7,5 millions d'euros. Et puis les projets à grande échelle qui, cette fois-ci, sont dotés d'un CAPEX supérieur à 7,5 millions d'euros. Et si on regarde un petit peu là, les principaux appels à projets, donc là Oui, sur les principaux appels. Alors, il y a un nouvel appel à projet qui a été ouvert, donc celui à grande échelle début de ce mois-ci. Et donc là, je vous ai remis sur cette slide-là un peu tous les différents axes qui peuvent être financés à travers cet appel à projet. Et ce que je voulais vous faire remarquer ici, c'est qu'il y a un tiers effectivement de l'appel qui est dédié au financement de l'hydrogène, notamment de l'électrification. Et ça, c'est assez nouveau sur ce fonds-là, puisque ce n'est pas un fonds dédié forcément à l'hydrogène, mais plutôt à la décarbonation. Donc voilà, c'est assez intéressant de le noter. Et dernier point en 2 mots, Perrine, là, sur ce dispositif qui s'appelle LIFE. Oui, alors le dispositif LIFE, alors très rapidement, vous avez aussi les slides. Donc LIFE, c'est l'instrument financier de la Commission européenne pour soutenir des projets innovants, surtout sur la thématique du climat et de l'environnement. J'attire votre attention en fait sur le fait qu'il y a un axe dédié à la transition vers une énergie propre. On est sur des projets qui ne sont pas forcément collaboratifs, tout comme l'Innovation Fund qu'on vient juste de présenter. Et c'est pour ça que ça peut être effectivement intéressant. Merci beaucoup, Perrine. Donc, le bureau Europe de notre agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est à votre disposition pour identifier et creuser des dispositifs européens mobilisables dans le cadre de vos projets. Vous avez les coordonnées de Perrine là, qui sont en bas de la diapo. N'hésitez pas à la solliciter. Et donc, le bureau pourra vous orienter vers le dispositif le plus adapté. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer qu'une grande journée Ambition Europe est programmée ici même à la région mardi prochain, le 29 novembre, 9h, 17h30, avec des tables rondes, des ateliers pour tout savoir sur les financements européens mobilisables pour la recherche et l'innovation des entreprises. Toutes les infos pour s'inscrire sur notre site auvergne-rhône-alpes-entreprise.fr, rubrique Actualité. Je vous propose de passer à la seconde partie de notre atelier, donc consacrée aux solutions pour les entreprises potentiellement utilisatrices de l'hydrogène, et plus largement, on a voulu aussi l'élargir à la décarbonation de l'industrie. Et donc on va regarder côté ADEME déjà avec un dispositif qui s'appelle Tremplin, qui avait été lancé en 2021 et qui s'adresse spécifiquement aux PME. Olivier Gillet, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne bien. Ça a bien fonctionné. Déjà, on espère qu'il sera reconduit en 2023. C'est la question que tout le monde pose. Voilà, pour l'instant, on espère, on a bon espoir, probablement avec des modalités légèrement modifiées. Alors, c'est vraiment orienté 100% PME. Ce pourquoi l'ADEME est content, c'est qu'il y a eu un très grand nombre de demandes
Et de mémoire, il y a eu un petit bilan qui a été fait. Il y a plus de 95% des entreprises qui ont bénéficié de tremplins qui sont des nouvelles entreprises pour l'ADEME. Donc du coup des PME qu'on ne touchait pas ou qui n'avançaient pas très fortement sur la transition écologique. Et vous voyez la liste réduite, synthétique, des axes d'accompagnement qui sont vraiment très larges. Ce n'est pas uniquement la transition énergétique, mais il y a beaucoup d'éco-conception, il y a même l'accompagnement vers la labellisation et d'économie circulaire, je voulais dire. Je ne vais pas trop m'étendre plus que ce qui est écrit là, parce qu'il y a des choses qui peuvent être remises en cause l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, ça a très bien fonctionné et ça provient du plan de relance. Et on essaie de le poursuivre probablement dans le cadre de France 2030. Et parlons chaleur en cette période où les températures baissent, mais où le budget du fonds chaleur, lui, a augmenté. Est-ce que justement, Olivier, là, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment les entreprises peuvent bénéficier facilement de ce fonds chaleur, sachant que donc, ça peut financer les études de faisabilité, mais aussi les investissements. Tout à fait. Alors là, c'est une grosse partie du budget ADEME maintenant, puisqu'il augmente année après année, depuis déjà plus de 10 ans, 15 ans peut-être. C'est vraiment orienté vers à la fois tout type d'acteurs, hormis le particulier, donc les collectivités, éventuellement les associations, et puis beaucoup les entreprises, pour accompagner vers l'énergie renouvelable thermique et de récupération, ce qu'on appelle ENR et R dans notre jargon. Donc vous avez une petite liste là, c'est en très gros volume d'abord tout ce qui relève de biomasse énergie, chaufferie bois notamment. Également le solaire thermique, certaines géothermies, pompe à chaleur sur sol, sur eau dans certaines conditions, la méthanisation également, mais je ne vais pas citer là. Et puis ce qui est un peu en amont, c'est toute la récupération et la valorisation de chaleur fatale. Donc c'est la chaleur que certains process émettent fatalement. Elle n'est pas dangereuse, mais elle est fatale dans ce sens-là, et qu'il est bon de réduire en fait. J'en profite pour dire, souvent on dit j'ai de la chaleur fatale, je vais pouvoir la valoriser, super. En fait, si vous avez un assez gros volume de chaleur fatale sur votre site industriel, c'est probablement que le procédé, l'utilité qu'il émet n'est peut-être pas complètement optimisé. Voilà, l'objectif c'est d'avoir le minimum de chaleur fatale, même si la physique fait que de toute façon vous en aurez dans tous les cas. Et donc l'ADEME vient accompagner tous ces types d'ENR et R en amont sur des études de faisabilité, avec des cahiers des charges types qui sont reconnus et qui sont utilisables et libres de droit. Et puis avec des taux d'aide assez importants sur l'étude, souvent entre 50 et 70%. Et puis après, sur ces investissements, toujours au cas par cas, souvent conjointement ou exclusivement, on va dire, avec des certificats d'économie d'énergie. Mais là, je ne rentre pas vraiment dans le détail. L'objectif étant que ces aides soient déterminantes dans le choix de l'entrepreneur, dans vraiment la volonté d'aller vers ces énergies renouvelables et de récupération. Et on voulait aussi en profiter là pour évoquer une étude de l'ADEME spécifiquement dédiée à l'industrie sur l'intégration des énergies renouvelables et récupérables. Peut-être un petit mot là sur ce schéma qu'on voit sur les écrans, Olivier. Oui, c'est surtout, pour ceux qui sont intéressés, le lien que vous avez en bas, en fait, c'est une étude qui a été menée par des bureaux d'études pour l'ADEME, commandée par l'ADEME, et qui reprend, alors je crois que c'est 4 énergies de récupération et 6 énergies renouvelables, ou l'inverse. C'est dans ce sens-là, je crois, et selon 4 axes d'analyse, principalement. Je vous laisserai voir, sachant que sur le lien en question, derrière, il y a des monographies sur plusieurs pages, par type, sur chacune de ces 10 ENR et R. Du coup, si vous êtes intéressé sur le solaire thermique à intégrer dans votre site industriel ou une chaufferie biomasse, n'hésitez pas à aller voir par le lien qui est en bas cette étude. Elle vous emmènera vers des tableaux de ce type-là et derrière, encore une fois, des monographies qui sont intéressantes, assez éclairantes. Avec aussi des cas un peu concrets de retour d'expérience à d'entreprises assez variées, de la grande entreprise à la PME en passant par l'ETI. On en voit là quelques logos. Tout à fait. Donc là également, je vous ai mis le lien parce que c'est des retours d'expérience directs d'entreprises qui ont mis en place quasiment tout industriel, j'imagine, y compris une plateforme chimique d'ailleurs de la région, qu'on a cité ce matin, qui ont mis en place des énergies renouvelables de récupération. Donc là, vous avez directement le maître d'ouvrage qui donne son retour d'information et c'est un retour d'expérience assez intéressant pour chacune de ces énergies.
Et on souhaitait aussi évoquer un dispositif donc, qui est actuellement fermé, qui s'appelle Industrie zéro fossile, donc avec trois volets, donc notamment sur le volet numéro 2 qui donc s'appelle Décarbe Flash, qui était ouvert entre juillet et le 3 novembre, hein, qui était vraiment flash, et qui était un gros succès avec plus de 350 dossiers déposés. Donc l'instruction est en cours. Est-ce que Olivier, là, on peut parler un peu des objectifs là, de ce dispositif et puis s'il va être renouvelé surtout Je vais parler du dispositif un peu plus globalement. C'est vrai, Industrie zéro fossile. Alors pendant le plan de relance, on a chassé d'abord le charbon, puis après on a chassé le fioul. Et là, pour des raisons énergétiques, économiques, climatiques et stratégiques, on va dire, sur ce qui se passe à l'est de l'Europe, on chasse également le gaz. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises industrielles vers la sortie au maximum, ou en tout cas la réduction très forte de l'utilisation d'énergie fossile. L'ensemble était très flash parce qu'on était en pleine urgence, et c'est encore le cas. Les 2 premiers volets, ils ont été ouverts, je ne sais pas, sur 3-4 mois uniquement. Et malgré ça, malgré le fait que, bien sûr, il y a une sélection pour chacun de ces 3 appels à projets, on a un peu explosé le budget. Donc on attend un peu de rallonge de la part des ministères, qu'on espère avoir, pour pouvoir accompagner quand même les meilleurs projets. Il y en a un bon nombre. Donc le premier BCIAT, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est assez historique, via le fonds chaleur normalement. Tout ça, ça rentre maintenant dans France 2030. C'est pour accompagner les projets moyens et gros de chaleur biomasse, principalement en industrie, pas que, mais principalement en industrie. Le second, Décarbe Inde, c'est pour les gros projets, enfin assez gros projets de plus de 3 millions d'euros dans l'industrie, vraiment orienté décarbonation. Donc avec 3 axes principaux, on en parlait tout à l'heure. Donc en amont, l'aspect efficace énergétique, dont la chaleur fatale, l'électrification des procédés, on en a parlé pas mal ce matin, et puis un 3e axe auquel on n'a pas pensé au départ complètement, qui est la modification des intrants sur un site industriel. L'exemple type, c'est une verrerie qui utilise un petit taux de calcin. Si elle augmente le taux de calcin qu'elle peut utiliser dans son four, bien entendu, c'est déjà du verre, même s'il est pilé. Donc il n'y a pas besoin de créer du verre, entre guillemets. Et donc il y a un aspect économie d'énergie et émissions de gaz à effet de serre limité qui est très important, sachant que ça a quand même une limite. Et le 3e dont on parlait, parce qu'il a eu aussi un gros succès, donc Décarbe Flash, et effectivement qui est échu, dans lequel on a eu beaucoup plus de projets que ce qu'on envisageait. Du coup, il a fallu mettre des critères de sélection un peu drastiques, ce qui est un peu compliqué. BCIAT, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas poursuivi sur la lancée. Décarbe Inde, il est assez probable qu'il y ait un dispositif qui apparaisse. Je crains qu'il ne soit plus limité en termes de cible. Voilà, ce qui m'embêterait, mais j'ai l'impression que ça prend cette voie-là. C'est en négociation, tout ça c'est en négociation, bien sûr, en interministériel avec l'ADEME. Et puis Décarbe Flash, on espère qu'il sera également poursuivi, peut-être avec des modalités légèrement différentes. Alors, pour réaliser des économies d'énergie, mais aussi des économies de matière, d'eau ou encore de production de déchets, il est possible aussi de mobiliser en tant qu'entreprise le DIAC Ecoflux. Il a été évoqué ce matin et ce midi par le président de région Laurent Wauquiez. Stéphanie, donc en quoi ça consiste ? Oui, alors tous ces dispositifs dont je vais vous parler s'intègrent dans le plan climat de BPI France qui a été lancé en septembre 2020. Et dans le cadre de ce plan climat, il y a trois piliers. Continuer à soutenir la filière ENR, donc les fournisseurs d'une énergie verte et décarbonée, soutenir les green tech. Donc ça, c'est le pilier 2 et on a évoqué les dispositifs d'accompagnement et de financement de l'innovation tout à l'heure. Et le 3e pilier, c'est aider les entreprises à se mettre en transition. Et avant de les financer avec des dispositifs de financement dédiés, on a dans les dispositifs d'accompagnement des DIAG qui vont permettre aux entreprises de faire un état des lieux. Donc il y a notamment le DIAG Ecoflux. C'est vraiment la première marche dans une démarche de transition. On va permettre à l'entreprise de bénéficier de la présence d'un expert qui va venir faire un diagnostic sur les principaux flux dans l'entreprise, consommation de matières premières, consommation d'énergie, consommation d'eau et de production de déchets.
Donc l'expert va faire un état des lieux et à partir de là, il va proposer un plan d'action personnalisé, donc propre à l'entreprise, des actions, des investissements qu'il va chiffrer. Il va aussi calculer les économies potentielles attendues par la mise en œuvre de ce qu'il a préconisé, et donc vous calculez un ROI. C'est un dispositif qui s'adresse à des PME de moins de 250 salariés. Il est opéré par BPI France et il est cofinancé par l'ADEME. Donc vous voyez, peut-être pas, parce que c'est un peu petit. En fonction de la taille de l'entreprise, vous avez un montant qui est en fait un reste à charge pour l'entreprise et qui représente à peu près 50% du coût d'une mission. L'intérêt avec les dispositifs DIAG dont je vous parle, là, Ecoflux et ensuite des Carbone Action, c'est que les experts ont été sélectionnés par BPI France pour leur savoir-faire dans ce domaine spécifique, et ensuite que la prise en charge par l'aide financière de l'ADEME, elle est tout de suite intégrée, et donc c'est un reste à charge pour l'entreprise. Le deuxième DIAG, c'est le DIAG Décarbone Action. Donc là, on s'adresse à des entreprises de moins de 500 salariés qui, aujourd'hui, n'ont pas l'obligation réglementaire de réaliser un bilan carbone, de faire un vrai bilan GES. Alors, quand je dis un vrai, c'est-à-dire un bilan complet, intégrant le scope 1 et 2, bien sûr, mais surtout le scope 3. Donc l'expert va être présent 12 jours dans l'entreprise sur une période de 7 à 10 mois, et il va premièrement réaliser le bilan GES et ensuite travailler avec l'équipe de direction pour commencer à poser les premières bases d'un plan de décarbonation. Il va aussi aider l'entreprise à communiquer auprès de son écosystème sur ce bilan carbone. Écosystème externe, les fournisseurs, les clients bien sûr, mais aussi interne auprès des collaborateurs, et dans certains secteurs qui ont quelques difficultés à recruter, montrer qu'on se met en transition et que on calcule son empreinte carbone et qu'on écrit une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone, ça peut être important pour attirer les jeunes talents. De la même façon, ce dispositif est opéré par BPI France, cofinancé par l'ADEME, et donc le reste à charge, 4 000 ou 6 000 euros hors taxe en fonction de la taille de l'entreprise, bénéficie donc de cette aide financière de l'ADEME, et il s'agit bien d'un reste à charge. Et un autre dispositif, c'est celui du VTE vert. Donc vous devez connaître le VIE, le volontariat international en entreprise. Il a des petits frères, le VTE, dont le VTE vert. Donc pour être considéré comme VTE vert, le jeune à qui l'on va confier cette mission, qui est un jeune diplômé à minima Bac+3, embauché sous forme de CDD ou CDI, donc dans ce cas-là, la mission doit être de 12 mois. Si c'est un contrat d'alternance, minimum 10 mois. Il faut vraiment que la mission confiée à ce jeune soit une mission orientée T2E. À minima à 50% dans le cadre d'une PME, à minima à 80% pour une ETI. C'est important, il faut vraiment bien rédiger sa fiche de poste, une fiche de poste détaillée. Il ne s'agit pas d'un rapport de 20 pages, mais qu'elle soit bien détaillée pour que l'on puisse valider préalablement le caractère vert de ce VTE, parce que vous voyez qu'avec ce dispositif, l'entreprise peut bénéficier d'une subvention, d'une aide financière de 12 000 euros, à concurrence de 50% des sommes engagées, des dépenses engagées pour le recrutement de ce jeune. Si la mission n'est pas considérée comme verte, eh bien dans ce cas-là, l'entreprise pourra bénéficier aussi d'une aide financière. Un VTE classique, c'est 4 000 euros d'aide maximum. Un VTE territoire d'industrie, c'est 8 000 euros. Et le VTE vert, c'est jusqu'à 12 000 euros. Donc c'est important de faire valider en amont le contenu du poste pour qu'il n'y ait pas de déception à l'issue de la mission, puisque l'aide financière est versée à l'issue de la mission. Et côté financement, donc il y a notamment aussi le prêt vert. Oui, alors une fois qu'on a fait un état des lieux, il y a des actions à mettre en place, des investissements à réaliser, et pour ce faire, des financements dédiés ont été développés. Donc tout d'abord le prêt vert. C'est donc un prêt sans garantie
avec une possibilité de différé d'amortissement. Et c'est un prêt qui peut aller, en termes de montant jusqu'à 5 millions d'euros. Les Pays France est un établissement de place, donc ça veut dire qu'on cofinance et qu'on intervient en partenariat avec les établissements bancaires de la place. Donc on est souvent dans un rapport de 1 pour 1 de financement BPI pour 1 de financement bancaire. Et on peut aller sur des durées portant jusqu'à 10 ans. Alors, c'est pas toujours le cas. Tout dépend du contenu du plan de financement, de la typologie des investissements qui sont à financer. Tout dépend aussi de la durée sur laquelle le partenaire bancaire interviendra. Et on va pouvoir financer tous les investissements en lien avec la transition, que ce soit des dépenses matérielles ou aussi immatérielles, puisque parfois il y a besoin de formation de ses salariés, de dépenses diverses et variées qui peuvent rentrer dans cette enveloppe du prêt vert. Et très rapidement, un prêt donc, qui s'adresse plutôt aux PME, prêt économie d'énergie. Oui, donc le prêt économie d'énergie, c'est un prêt qui va jusqu'à 500 000 euros, durée maximum 7 ans, de la même façon. Un différé d'amortissement qui est possible, avec un taux bonifié par l'ADEME. Là, on va pouvoir financer des petits investissements matériels ayant une faible valeur de gage, mais éligibles au certificat d'économie d'énergie tertiaire et industrie. Voilà. Et donc ce midi, le président de région Laurent Wauquiez a annoncé donc un lancement d'un futur prêt qui s'appellera donc le prêt Région Énergie, le troisième prêt. Voilà, alors ce sera le petit frère qui sortira en début 2023. On sera sur un prêt moyen terme d'un montant maximum de 500 000 euros, durée donc de 5 à 7 ans. De la même façon, un différé d'amortissement sera possible et donc on aura un taux qui sera bonifié et soutenu par la région Aura. Voilà. Rapidement, on a déjà bientôt à 1 heure, un autre dispositif de la région qui s'appelle amélioration des procédés et maîtrise de la consommation des ressources et qui s'adresse donc aux PME, aux ETI industriels implantés en région, qui permet d'avoir un accompagnement conseil financé à 50%, réalisé par des consultants externes qui ont été référencés par nos soins. D'ailleurs, parmi les consultants, il y a notamment le cabinet spécialisé en hydrogène Enerca, qui était, vous l'avez peut-être croisé, qui est exposant dans le hall actuellement. Donc quelques exemples d'accompagnement possibles dans le cadre de ce dispositif. Donc ça peut être un projet de fabrication d'hydrogène décarboné qui implique plusieurs industriels pour notamment l'usage mobilité. Ça peut être aussi des études de faisabilité pour des modifications de process pour intégrer de l'hydrogène. Mais plus largement, on peut y faire des études de flux sur un nouveau site industriel ou encore travailler sur une amélioration de la performance énergétique d'un process dans le domaine textile. Enfin, les sujets sont variables, mais c'est un dispositif aussi qu'il est utile de connaître. Et si on retourne vers le privé, Laurent Théry, là, justement, l'idée c'était d'évoquer un peu 2 exemples concrets de solutions de décarbonation pour les entreprises en ayant recours à l'hydrogène. Oui, alors là, on a 2 exemples qu'on a traités récemment. Donc, on est toujours un peu dans notre ADN entrepreneur. Donc, il y a eu le premier projet qui était à Paris, le projet HYPE. Donc, c'était quand même le premier projet avec 600 taxis aujourd'hui hydrogène dans Paris et des stations-service hydrogène tout autour de Paris. Donc, c'était quand même un projet qui a démarré il y a quelques années et qui est aujourd'hui une belle réalisation. Enfin, si vous allez à Paris, vous pouvez vraiment prendre un taxi hydrogène si vous le souhaitez. Ils sont vraiment très très disponibles. Donc ça, c'était le premier exemple. Donc et quand on a investi, c'était quand même un moment donné où c'était pas encore gagné. J'ai envie de dire, les projets n'étaient pas, le projet hydrogène était peu répandu. Et puis plus récemment, cette année, il y a quelques mois, on a travaillé sur un projet avec un développeur franco-espagnol, parce que l'Espagne est quand même un peu l'Eldorado de l'hydrogène, compte tenu des conditions d'ensoleillement, du prix du terrain, surface quand même plus désertique qu'en France, donc un accès plus facile. Et là, on a aidé ce développeur qui avait un très très beau projet. Et ben, on l'a financé très en amont parce que il doit attendre les subventions, il doit attendre la régulation qui se mette en place en Espagne, il va falloir construire, choisir les fabricants d'électrolyseurs et quand on plonge dans le détail des contrats, on se rend compte que c'est quand même moins facile à obtenir
que marquer les chiffres sur des slides dans la production concrète des outillages d'électrolyse. Et donc, bon, voilà, mais on a pris ce pari qui est donc un pari sur le futur de l'hydrogène. Et donc, on a pu réaliser cette opération. Après, je dirais que globalement, le gros travail, moi, qui me paraît vraiment important aujourd'hui dans l'hydrogène, c'est vous trouvez de tout sur le marché. Si je devais jouer au maître d'école, je dirais je mettrais des notes entre 0 sur 20 à 21 sur 20. Et le travail qu'on doit faire, c'est vraiment aider les projets les plus porteurs pour qu'ils arrivent et les mieux conçus pour vraiment arriver à les porter à la réalisation. Et c'est très challenging, mais c'est vraiment assez passionnant de pouvoir faire émerger de tels projets en France et puis dans les pays limitrophes. Alors côté financement, je vais en parler du 1 pour 1 BPI France, banque privée. Donc la Banque de la transition énergétique là, a mis en place un certain nombre de prêts verts pour accélérer la décarbonation. Allez, en 1 minute 30. Ouais. Yann. Ok. Effectivement, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un ambassadeur de la Banque de la transition énergétique. Ambassadeur vis-à-vis de vous, mais surtout en interne. C'est-à-dire qu'il y a 120 chargés d'affaires entreprises à la BPORA qui ont la capacité de vous délivrer les 4 prêts qui ont été présentés ici sur ce slide. 4 prêts verts, un prêt sur la mobilité verte, bien entendu, qui peut financer des véhicules hydrogène, que ce soit des bus, des camions ou des véhicules utilitaires. Un prêt sur la transition d'activité, où là on peut aller jusqu'à 10 millions d'euros, éventuellement à la technologie de l'hydrogène, pourquoi pas. Un prêt qui prend le gros du pavé, si je peux dire, c'est le prêt d'énergie renouvelable, bien entendu, parce que la crise énergétique fait que quand on a créé la BTE en 2020, on ne pensait pas avoir une accélération comme celle-ci. Aujourd'hui, sur le photovoltaïque, l'éolien, la méthanisation, c'est le gros de notre activité, et notamment pour l'autoconsommation, parce que c'est un enjeu important. Et puis le dernier qui est le prêt sur la rénovation énergétique, principalement des bâtiments, où là on peut financer une assiette jusqu'à 70% sur des prêts travaux, on va dire en général 70% qui touchent à la rénovation énergétique, ça peut être couvert. 30% peut être couvert sans que ça soit vraiment en rénovation. Voilà. Merci Yann. Allez, il nous reste quelques minutes pour vos questions. Donc il y a un micro qui circule, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Déjà une question là qui a été mise sur Slido de Mathieu Cabot. Quelles sont les solutions de financement et d'accompagnement possibles pour une entreprise de transport voulant décarboner à l'hydrogène, flotte de véhicules et bâtiments logistiques? Qui veut prendre la question? Moi, je veux bien répondre. On a chez BPI France le Diag Ecoflux, on l'a diligenté auprès d'entreprises du transport. Donc ça leur a permis de faire un focus particulier, notamment sur leur consommation. Donc ça c'est un premier outil et on a financé des flottes de véhicules, nouvelle motorisation. Avec des outils de financement assez classiques, du crédit bail matériel, du prêt moyen terme. Et on a accepté sur certains types de véhicules d'aller sur des durées un petit peu plus longues pour accompagner le surcoût de ce type de véhicule. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement dans la salle ? On va vous apporter un petit micro là pour que ce soit enregistré, qui arrive juste derrière. Merci. C'est juste une suggestion en fait. On a vu beaucoup d'outils, de choses qui existent. Est-ce qu'un outil qui fera un petit peu de mapping de tout ça, en un endroit centralisé, ça pourrait être développé, puis qui permettrait aussi de comprendre si on peut éventuellement mutualiser différents outils entre eux, que ce soit au niveau européen, national, régional, local, etc. Un outil qui rassemblera un petit peu toutes les initiatives pour qu'on puisse naviguer là-dedans. Je crois que cet outil existe, il a été mis au point par l'association France Hydrogène. Il y a un logiciel de recherche alors je ne sais pas s'il y a tout, mais en tout cas il y a un logiciel de recherche des subventions existantes, pour info.
Et puis bon, il y a les agences de développement économique, dont Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui sont aussi à la disposition des entreprises pour faire ce mapping et les accompagner par rapport à leurs besoins. Donc je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. On va clôturer, donc n'hésitez pas justement à nous solliciter. On est présent sur les 12 départements via nos 11 antennes. Vous avez le site internet Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprises, rubrique nos antennes locales. Vous pouvez retrouver les coordonnées de chacune de nos 11 antennes, et on est à votre disposition justement pour identifier les dispositifs de financement qui peuvent être mobilisables côté BPI France, côté ADEME, côté région et notamment aussi côté Europe. Et puis on arrive donc au terme de cet atelier dédié aux solutions de financement et d'accompagnement donc pour la transition énergétique, avec un large focus sur l'hydrogène. Donc je tiens à remercier vraiment nos 5 intervenants. Yann Lefrançois pour la Banque de la Transition Énergétique, Laurent Théry pour Eiffel Investment Group. Merci également à nos partenaires BPI France avec Stéphanie Vaïda, Olivier Gillet pour l'ADEME. Merci Perrine Potvin pour notre bureau Europe qui venait de Bruxelles aujourd'hui. Et puis la journée énergie hydrogène continue jusqu'à 17h30, donc vous pouvez encore aller profiter des stands. Merci à tous pour votre attention, à bientôt.